Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Kid. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler de cette murale à l'entrée de l'hôtel de ville qui a été rénovée. Ça a duré quelques années, les travaux. Puis là, finalement, on ouvre l'hôtel de ville. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'entrée? Une murale sur laquelle est illustré un jeune homme capuché, vêtu de la tête aux pieds. On ne sait pas trop il a quel âge, qu'est-ce qu'il fait. C'est un bum, c'est un gars qui a un doctorat, on n'en sait rien. À sa gauche, complètement, on a un monsieur plutôt âgé avec des lunettes, un peu déclinant. Et au milieu, on a une femme recouverte de la tête aux pieds, y compris d'un voile. Je voulais savoir ce que Guy Perkins, qui est blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique, en pense. Donc, on va en parler ensemble. Bonjour, Guy. Pourquoi pas? Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de Montréal? Ah, écoute, du plomb, ça je sais. Du plomb. C'est quelques bonnes idées aussi, visiblement. C'est intéressant. On parle souvent du mystère Québec, parce que, évidemment, je te parle de Québec. Je suis un gars de Québec. J'ai habité 5 ans dans la région de Montréal, plus précisément à Laval, dans mon histoire, mais je trouve ça intéressant, justement, ce qui arrive, puis on peut se poser des questions. On peut regarder cette situation-là de différents angles, parce que, je pourrais la regarder exclusivement sous l'œil de l'homme que je suis, un partisan de la loi 21. Tu parlais à Daniel Barry hier du mouvement laïque québécois. Je fais partie de ce mouvement-là aussi. Oui, déjà en partant, le regardant sous cet angle-là, c'est choquant. C'est choquant, pas parce que c'est spécifiquement la religion musulmane ici qui est mise en avance. On aurait mis le chanoine grou ou n'importe quelle autre religion qu'on serait possiblement posé la question. On aurait dit, bon, on fait la promotion d'une religion plus qu'une autre. Mais la question se pose. Donc, pour moi, strictement sur cet aspect-là, on peut justement juger très négativement cette représentation-là, d'autant plus que si on regarde strictement au point de vue statistique, je fouillais justement hier à essayer de voir, parce que je pense que la population musulmane à Montréal est d'environ 9% la population. Ça se peut. Donc ici, on choisit 3 personnages et donc qui représentent comme 30% de ce que supposément représente Montréal, alors que c'est pas le cas. Mais bref, ça c'est une façon de le regarder. L'autre façon, c'est le stéréotype. Le stéréotype d'une représentation d'une communauté, parce que justement la communauté musulmane, bon, oui, représente, comme je disais, à peu près 9-10% de la population de Montréal. Ça fait partie justement de ce portrait global-là. Mais est-ce que les musulmans veulent nécessairement se faire stéréotyper comme la personne qui porte un voile, et on choisit encore ici la femme, parce que c'est chaque fois qu'on veut faire une représentation de cette religion-là, c'est au travers de la femme, parce que c'est elle, dans ce groupe religieux-là, qui a à qui on impose de porter un signe ostentatoire, qui est le voile. Quand on parle à des gens de cette obédience-là, ils vont dire, ben oui, c'est une façon de projeter notre croyance. Donc, on va dire qu'on veut passer un message là-dedans. D'autres vont dire, c'est une façon pour la femme de garder une humilité, justement de se cacher pour être humble, pour pas attirer le regard. Dans un pays musulman, je peux comprendre. Si tout le monde est habillé de même, c'est sûr que personne ne tire le regard, mais dans un pays comme le Québec, le Canada, où c'est une minorité qui va s'habiller de même, c'est sûr que instinctivement, là, ici, c'est pas une question d'être raciste, islamophobe ou xénophobe. On va être attiré par ce regard-là, justement, parce qu'une personne porte un voile, parce que bon, ça fait pas partie de la norme visuelle, justement, de notre environnement. Ça fait qu'on peut se poser toutes sortes de questions. C'est que, bref, est-ce que on veut faire du stéréotypage? Puis c'est pour ça que, à la blague, hier, je demande à Jean-François de le présenter. Tant qu'à faire, pourquoi qu'on fait pas du stéréotypage? Ben oui, c'est mieux ça. C'est pas mal mieux. Ça serait encore plus proche de la réalité montréalaise avec le bonjour hi, le welcome mis bien en évidence. Puis tant qu'à faire du stéréotypage, ben si on dit qu'effectivement il y a une communauté mexicaine à Montréal, mais pourquoi ne pas le représenter avec des sombreros? Ben oui. Et le Québécois avec la tuque, et la feuille d'érable, et la chemise carottée, et les bottes de jobber.
Ben oui, le bon Québécois arriéré, là, ouais, c'est exact. Et puis, territoire Mohawk non cédé, ça, en plus, c'est un mensonge, fait qu'on va le mettre, c'est encore mieux. Écoute, c'est parfait, ça. T'as pas envoyé ça comme maquette? Ils ont pas, non? Oui, j'attends des réponses. J'attends des réponses. Ben, je pense qu'on m'a dit "Don't call us, we'll call you". OK. Parce que ce que je trouve drôle, parce que là, ici, Non. l'histoire oui. Pour l'histoire du territoire Mohawk non cédé, évidemment, ça fait l'objet de débat. Puis là-dessus, je peux porter un autre regard parce que je dis, soit dit en passant, que je suis moi-même, j'ai mon statut d'Autochtone. Je suis moi-même un Wendat du clan Sioux ici à Québec. On peut se poser des questions, mais moi, ce qui me fait rire quand je vois ça, évidemment, la mairesse va débuter ses discours en disant territoire Mohawk non cédé, mais ensuite j'ai rajouté l'autre bout de phrase qui dit mais qu'on cède à tout le monde sans demander l'avis à ceux qui ne l'ont pas cédé. Exactement. Il y a quelque chose de quand même d'absurde là-dedans, parce que on va mentionner ça pour bien paraître, mais en bout de ligne, c'est-à-dire on va dire ok, on se fout de tout le reste, on est chez vous, puis on invite qui on veut. Là. C'est comme si moi j'allais m'installer chez vous, je me dis bon ok, maintenant je suis chez nous. Ah, puis j'invite la gang que je veux. Encore là, j'endosse pas ça ou quoi que ce soit d'avoir ce discours-là, mais il y a le côté absurde d'avoir ce genre de discours-là. Et en tant qu'Autochtone, moi, je dis souvent, avec des amis de même, j'ai pas besoin d'ennemis. Mais Guy, c'est intéressant ce que tu soulèves, la question des consultations. Hein. On entendait dire la semaine dernière qu'il y allait avoir d'autres consultations en lien avec la cohabitation entre les toxicomanes et les résidents à Montréal. Puis là, on dit encore une consultation. Est-ce qu'on a consulté la communauté musulmane pour savoir si c'est ça qu'elle voulait, une femme voilée, sur une affiche comme ça? Permets-moi d'en douter. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ici, je réponds strictement d'instinct, mais je pense qu'on peut en douter. Souvent, c'est ces gens qui vont se positionner là, puis encore là, je vais reprendre une formule de Bill Maher, c'est que c'est des gens qui ont rien à voir avec ces communautés-là et qui vont souvent être plus offensés que les victimes elles-mêmes. Tu sais, les gens vont toujours être à vouloir prévoir que quelqu'un va être offensé par quelque chose, alors que les principaux concernés n'ont même pas réagi, on n'a même pas demandé leur opinion. Quand on dit faut pas offenser telle personne, mais moi je les cherche ces personnes-là qui sont offensées puis que justement qui ont sombré dans l'alcoolisme ou la dépression parce qu'ils ont été offensés par quelque chose, mais on n'entend pas souvent parler, mais on dirait tout le temps qu'on va faire une prévention de quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est infantilisé, on infantilise les gens issus des communautés migrantes. On les prend pour des gens, on doit penser à leur place, ils sont pas capables de penser, ils sont pas capables de solliciter quelque chose, de manifester un désir. Donc, on va prendre leur volonté, on va l'inventer, cette volonté-là, ça doit être ça, puis on va caricaturer. Hein? Tout à fait. Ça devient vraiment... moi, je trouve ça condescendant. Il y a une condescendance là-dedans et tout le monde va dire, tout le monde va critiquer le patriarcat, le paternalisme, alors que ces gens-là sont les premiers à exercer ce genre de truc-là. Et moi, ça me dérange profondément. C'est pas très universaliste aussi, hein. Tu sais, quand on essaie de composer au nous, de conjuguer au nous, de faire ensemble, ben là, on voit ça, puis on se dit, ça, c'est de la ghettoisation. Écoute, c'est pas que je veux faire du moi, ou je suis pas Donald Trump, là, mais il reste que des fois, quand je m'observe, quand je regarde mon pédigré, mon CV humain, c'est que j'incarne au Québec comme une tripartie parce que mon nom est Perkins. Je suis d'une lignée de Perkins qui est arrivée dans la région de Québec à la fin du 19e siècle. Donc, de 6e génération. D'une certaine manière, j'ai comme le statut entre guillemets, de nouvel arrivant, comme les Irlandais pouvaient l'avoir à l'époque, puisque mon arrière-grand-père est arrivé à peu près à cette époque-là. Lui, c'était pour d'autres raisons que les Irlandais. Donc, j'ai cette essence-là, justement, anglophone dans mon héritage. Du côté de ma grand-mère paternelle, je suis autochtone. Et du côté de ma mère, qui est une Tremblay, tu peux pas avoir plus québécois qu'une Tremblay, c'est que j'ai tout ça. Fait que, aussi, je me situe là-dedans, mais à quelque part, moi, c'est-à-dire avec le cheminement que j'ai fait à travers le temps, d'abord et avant tout m'identifier comme un humaniste universaliste. Et c'est pour ça que j'aime dire qu'on est tous des homo sapiens. C'est quand je vois des choses comme ce que la Ville de Montréal a fait, ou cette mentalité-là aujourd'hui, on va chercher tout ce qui nous différencie
tout le monde veut être unique, mais alors qu'on devrait plutôt faire la promotion de tout ce qui nous rassemble. Puis ça, c'est pas un discours qui est très trendy parce que on dit qu'il faut se rassembler par la diversité, mais la diversité qui existe actuellement a tendance à créer le communautarisme, où ce que tout le monde s'en va chacun dans son coin, parce que le communautarisme est une version polie maintenant de ghettoisation. Parce que le communautarisme, c'est quoi? C'est une ghettoisation où ce que les gens ont choisi de se mettre à l'écart. Alors que la ghettoisation, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un puis qui le met dans un coin. Mais là, ici, le communautarisme, c'est que c'est tout le monde qui se met dans un coin. C'est comme vouloir faire un mélange de Kool-Aid où la poudre veut pas se mélanger à l'eau. Là. On va avoir quoi qui est multicolore, faut arriver à ça. Là. Mais il y a un travail de déconstruction rhétorique à faire parce que moi, j'entends souvent cette phrase-là. Nos différences nous unissent. Notre diversité nous unit. Puis tu fais, mais attends une minute, nos différences nous unissent. Ce qui nous unit, c'est nos ressemblances. C'est pas nos différences. Puis c'est pas notre diversité qui nous unit, c'est ce qui nous met en commun ensemble. Et on essaie de nous faire croire ça. C'est des slogans, puis ça passe, puis il faut les accepter. Oui, puis moi, je me souviens, je suis de la génération qui a grandi dans la guerre froide où quand on pensait aux gens qui venaient du bloc de l'Est, là, c'était quasiment là, des diables incarnés qui mangeaient des bébés, puis tout ça. Puis à force de créer justement des événements où ce qu'on croisait ces gens-là, qu'est-ce qui ressortait? C'est qu'on disait, hey, ces gens-là nous ressemblent finalement. Ils ont les mêmes préoccupations, parce qu'un humain a toutes les mêmes préoccupations. On a tous 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles. On a des enfants, on a toutes ces mêmes préoccupations-là, alors qu'on cherche toutes sortes de façons à se différencier. Et j'aime bien faire la boutade, de reprendre mon petit dicton qui va dire que « Rappelle-toi, tu es unique comme tout le monde ». Exactement. Mais c'est ça, je pense qu'il faudrait ramener justement le fait d'avoir une rhétorique qui va plus sur ce qui nous unit qu'est-ce qui nous ressemble, tout en restant ce qu'on est fondamentalement, mais il y a beaucoup plus de choses qui vont nous unir que nous séparer. Puis en faisant ça, on fait en sorte qu'on crée l'inverse. Tu sais, on le voit avec l'histoire là, d'avoir des événements spécifiquement pour des Noirs. Tu sais, à l'époque, c'était imposé. Il y avait des événements pour les Noirs, des gens de d'autres races, parce qu'on voulait pas on voulait pas se mélanger. Aujourd'hui, c'est un choix que les gens font de se séparer. Pour moi, c'est pas ça le vivre ensemble. Là. C'est tout le monde est de bonne humeur, chacun dans son coin, finalement. Ben oui, mais c'est déprimant totalement. Moi, je te propose d'ouvrir un site Internet là, pour accumuler les votes, pour que les gens puissent choisir entre la murale qui a été choisie par l'Hôtel de Ville puis la tienne. Parce que moi, je vais être le premier à aller voter pour la tienne après l'émission. Bon, ben je vais aller mettre ça sur ma page Perks. Merci beaucoup, Guy Perkins. Merci, salut.